Mathilde Panot. Bonjour. Vous êtes présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. Je suis accompagné de Denis Caro, que vous connaissez, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Merci d'être avec nous. On va commencer par évidemment l'actualité. Ce vote hier définitif du Parlement réuni en congrès pour inscrire l'IVG dans la Constitution. C'était un an jour pour jour presque depuis l'engagement d'Emmanuel Macron en la matière. Vous dites merci président ce matin. Non, je dis merci aux associations, aux collectifs, aux militantes féministes qui depuis des années se battent pour garantir ce droit. Et je sais qu'aujourd'hui, si nous avons vécu hier une journée historique qui fait rentrer la France dans les nations pionnières sur les nations des droits des femmes, c'est grâce à ces associations et c'est aussi une victoire parlementaire parce que nous avons dû beaucoup batailler pour qu'enfin le gouvernement accepte de reprendre un projet de loi. Mais vous reconnaissez que Gabriel Attal et Emmanuel Macron ont été des alliés dans ce combat ? Moi, ce que je sais, c'est que la première fois qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour faire inscrire l'avortement dans la Constitution, c'était le 24 novembre 2022, dans le cadre d'une niche parlementaire de la France Insoumise NUPES. La vôtre ? La nôtre. Puis ensuite, le 1er février, fait historique, ça a été voté au Sénat, notamment porté par Mélanie Vogel, sénatrice écologiste. Le 8 mars, effectivement, Emmanuel Macron rend hommage à Gisèle Halimi et promet la constitutionnalisation. Mais ensuite, plus rien, silence. On pétitionne, on manifeste, on interpelle. J'en parle à Elisabeth Borne à chaque fois que je la vois. Rien. Au point qu'en septembre, avec les associations et les sénatrices et députés qui sont impliqués, nous avons décidé de terminer le processus législatif et donc de reprendre la formulation du Sénat pour dire nous sommes prêts à aller jusqu'au référendum pour gagner ce droit inscrit dans la Constitution. Donc je crois, et c'est à ce moment-là que le projet de loi est venu, quand nous l'avions inscrit dans la niche parlementaire du 30 novembre 2023. Donc permettez-moi de croire que c'est un peu le rapport de force dans la société et les 90% des Français et Françaises qui ont permis cette victoire aujourd'hui. Et pourtant, dans son discours, Gabriel Attal ne vous mentionne pas. Est-ce que vous avez été blessé ? Ah, blessé, non. Mais je trouve ça un peu petit, parce qu'il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit aussi de Mélanie Vogel qui a porté la sénatrice le combat écologiste au Sénat, de Laurence Rossignol et de beaucoup d'autres, mais aussi, par exemple, d'Alban Gaillot, qui est celle qui a porté la loi en 2022 pour allonger les délais, qui était là aussi une victoire historique. Je trouve ça... Oui, un peu petit, mais ça n'a pas d'importance par rapport à l'enjeu énorme que nous avons réalisé hier. Alors Mathilde Panot, vous n'êtes pas la seule à trouver cette attitude petite. Dans un tweet à 16h27, Jean-Luc Mélenchon a qualifié Gabriel Attal, le Premier ministre, de minable, de petit. Est-ce que c'est à la hauteur de l'événement historique qu'on a vécu hier ? C'est plutôt, est-ce que le Premier ministre est à la hauteur de l'événement historique ? Vous savez qu'il y a des personnes de la majorité qui sont venues s'excuser des paroles du Premier ministre auprès de moi en disant je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on essaye d'invisibiliser les femmes parlementaires qui ont porté ce combat-là. Ça n'a pas d'importance et je ne donnerai pas de nom ici. Mais vous comprenez, nous avons fait une bataille, et cette bataille, elle dure depuis longtemps. On dit souvent, en parlant de la loi Veil de 1975, que c'est justement la loi Veil, et à juste titre, on célèbre Simone Veil sur l'obtention du droit à l'IVG dans notre pays. Mais derrière la loi Veil, c'est les femmes du MLAC, c'est les femmes de Choisir, c'est le manifeste des 343, c'est des militantes connues ou inconnues qui ont arraché ce droit. Et bien là, c'est exactement la même chose. Si la France devient le premier pays au monde à inscrire et à protéger le droit à l'avortement dans sa Constitution, c'est grâce à toutes ces militantes, c'est grâce à des parlementaires. Et je trouve que invisibiliser les associations et nous relève un peu d'une bassesse qui, là, n'est pas à la hauteur de l'histoire, justement. On va parler un peu d'actualité internationale. Ce jeudi, Emmanuel Macron réunit les chefs de parti à l'Élysée en amont du débat au Parlement sur l'Ukraine. Est-ce que vous irez ? Alors, c'est les chefs de parti qui sont invités. Oui, est-ce que la France Insoumise ira ? C'est Emmanuel Bompard qui, pour notre part, ira. Il s'y rendra. Il s'y rendra. Il s'y rendra notamment en tenant la ligne que nous avons tenue. Vous vous rendez compte que la semaine dernière, le président de la République a annoncé qu'il allait envoyer des troupes au sol pour finalement rétropédaler. Il n'a pas annoncé exactement ça. Il a dit qu'il n'excluait pas l'envoi de troupes au sol. Vous avez raison, qu'il n'excluait pas des troupes au sol pour finalement rétropédaler en disant que personne n'avait rien compris puisqu'entre-temps, l'Allemagne, la Pologne,
bon, et beaucoup d'autres pays, et même l'OTAN, ont dit qu'il était hors de question d'aller envoyer des troupes Alors au sol. pourquoi vous allez à l'Élysée? Pour rétropédaler. Laissez-moi juste terminer ce raisonnement-là, pour dire que c'était des démineurs, et même pour dire qu'il crée une ambiguïté stratégique. C'est très réussi, puisque maintenant tout le monde a dit ce qu'il ne souhaitait pas faire. Bon. Nous y allons pour porter nos propositions. Lesquelles? Et notamment, dans les propositions, nous disons on ne résoudra pas la guerre avec plus de guerre, c'est-à-dire dans une escalade guerrière. Et il faut, notamment ce que nous demandons depuis le début des violations du droit international par la Russie, c'est-à-dire une conférence de l'OSCE avec une issue diplomatique à ce conflit, avec des garanties de sécurité mutuelle. C'est ce que nous demandons. Et nous irons aussi, jeudi, parler à la fois de Gaza et de la situation au Congo qui est dramatique. Denis. La France vient d'évaluer son aide totale à l'Ukraine à 2,6 milliards d'euros. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est trop? C'est pas une question est-ce que c'est trop. La question c'est croyons-nous à une issue militaire au conflit? C'est ça la question qui est posée. Nous avons dit, évidemment, nous avons une pleine solidarité avec le peuple ukrainien. Nous avons, y compris, soutenu ce que faisait Emmanuel Macron sur les tentatives diplomatiques de trouver des issues diplomatiques au conflit. Et nous continuons de dire que c'est par cette voie-là, si nous ne voulons pas être co-belligérants dans ce qui serait une guerre entre deux puissances nucléaires qui pourrait créer des catastrophes dans la catastrophe, eh bien, il faut continuer. Donc l'aide militaire de la France est trop importante aujourd'hui. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut. Je ne crois pas à l'issue militaire du conflit. Alors qu'on comprenne bien, Mathilde Panot, qu'on comprenne bien qu'il faut mettre fin aux livraisons d'armes à l'Ukraine. Ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. Donc on continue la livraison d'armes. Mais je dis, je ne crois pas à une issue militaire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, je veux que la France ait une grande voix soit une grande voix indépendante pour la paix, y compris en Europe, et qu'elle initie une conférence à l'OSCE sur la question des frontières pour trouver des issues. Ça, on a compris, mais ça n'implique pas la fin des livraisons d'armes à l'Ukraine. Pour l'instant, non. C'est pas ça que j'ai demandé. Mais je vous dis juste, je ne crois pas au fait qu'il y aura une victoire, que ce soit du côté de l'Ukraine ou du côté de la Russie. Et je dis, attention, c'est ce que nous disons depuis le début des violations du droit international et des crimes de guerre par la Russie, c'est que la France doit être notamment force de paix sur la question des réacteurs nucléaires. J'alerte sur le fait qu'on dit qu'autour de Zaporijjia, il y aurait maintenant, les Russes auraient miné autour. Eh bien, par exemple, la France doit agir sur cette question-là et depuis le début, nous demandons à ce qu'il y ait des casques bleus pour qu'il n'y ait pas, là aussi, une catastrophe dans la catastrophe avec un accident nucléaire. Donc, un congrès éventuellement pour la paix. Est-ce que, dans la perspective de cette paix, les territoires conquis par Vladimir Poutine doivent rester entre les mains de la Russie, entre les mains de Vladimir Poutine? Ça, c'est une question, je ne vois pas comment on la règle autrement que par le peuple lui-même qui décide. Je ne sais pas comment on fait ça, mais ça fera partie, par exemple, des discussions. Mais je pense que le vote, par exemple, est une manière de trancher les choses. On a vu la foule vendredi lors des obsèques d'Alexeï Navalny. On voit qu'un mouvement est en train de démarrer. Est-ce qu'il faut l'encourager, y compris en France? Oui, je crois que c'est très important qu'il y ait des mouvements d'opposition à Vladimir Poutine et notamment des mouvements pour la paix. Et peut-être ne le savez-vous pas, mais nous sommes le seul mouvement politique qui avons non seulement aidé à sortir du pays, mais qui accueillons et qui aidons financièrement depuis 2 ans des Russes qui sont des Russes pour la paix. Nous continuerons évidemment à le faire. Et voir faire émerger des opposants à Vladimir Poutine aujourd'hui. Ça, c'est pas à nous de le faire. Enfin, vous comprenez bien que alors là, vous êtes. Ça, c'est pas à nous de le faire. Nous, ce que nous faisons, c'est une solidarité internationale concrète, notamment en aidant des opposants à Vladimir Poutine qui sont des Russes pour la paix. Denis, on parle de Gaza avec vous. Oui, les négociations se poursuivent en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. Celui-ci doit avoir lieu coûte que coûte, même au prix de la vie des 3 otages français. C'est pas comme ça que se pose la question. C'est pas comme ça que se pose la question. Je vais vous dire, un cessez-le-feu protège, y compris les otages français ou non français, d'ailleurs israéliens, dont nous demandons évidemment la libération. Nous avons dépassé le seuil des 30 000 morts. Et vous savez que ce chiffre, quoi qu'en disent certains, est sous-estimé puisqu'il ne compte pas les personnes qui meurent faute de soins et il ne compte pas toutes les personnes disparues ou qui seraient encore sous les débris. Je vais vous dire, la Cour internationale de justice a dit qu'il y avait un risque de génocide, un risque génocidaire de la part du gouvernement de Netanyahou sur le peuple palestinien.
Depuis cette décision de justice qui est pas une historique... décision, c'est une mesure conservatoire et décision au fond, ce sera pour plus tard. Alors, cette mesure conservatoire historique, excusez-moi, monsieur, vous... Non, soyons précis. Oui, mais soyons précis, mais vous comprenez que risque génocidaire est un mot très très fort qui est utilisé. Depuis, que s'est-il passé? Après avoir demandé à toute la population de partir vers le sud, Benjamin Netanyahou a dit qu'il voulait maintenant lancer une offensive là où sont bloquées, dans une impasse, plus d'1 million de personnes, peut-être 400 000 personnes, qui n'ont pas d'autre endroit où fuir. Puis ensuite, nous avons vu jeudi dernier des tirs sur des populations qui essaient juste d'aller chercher de la farine lors d'une distribution alimentaire, où l'armée au départ a dit qu'elle n'avait pas tiré, pour ensuite dire qu'effectivement les tirs venaient d'eux. Puis ensuite, nous avons la famine comme arme de guerre. La famine on a comme compris que arme vous de demandez guerre. un cessez-le-feu immédiat, mais est-ce que ça doit se faire, par exemple, au prix de ces 3 otages français? Vous connaissez le nom de ces 3 otages? Non. Vous ne connaissez pas le nom les 3 otages français, encore une fois? Non, je ne connais pas le nom de tous les otages, je m'en excuse. 3 otages français, encore une fois. Oui, mais écoutez, je ne sais pas quelle polémique vous êtes en train de faire. Non, je ne vais pas polémique. Nous sommes la pour la question paix. est simple, c'est... Nous sommes pour la libération des otages et pour qu'on arrête ce qui est peut-être le premier génocide du XXIe siècle. Je ne sais pas si vous réalisez, ce n'est pas au prix d'eux. Pourquoi au prix d'eux? C'est justement parce qu'on arrivera à trouver une trêve et un cessez-le-feu qu'on arrivera justement aussi à sauver la vie des otages. Mais vous savez, toutes les vies se valent, monsieur. Bien sûr. Toutes. Personne n'a dit le contraire. Oui, eh bien, il y a des enfants à Gaza qui aujourd'hui sont en train de mourir de famine, de mourir de déshydratation. Mais tout le monde est d'accord visiblement pour un cessez-le-feu, puisque même l'administration américaine appelle, je parle de la communauté internationale. Oui, vous savez que si les États-Unis, par exemple, si les États-Unis, par exemple, arrêtaient les livraisons d'armes à Benjamin Netanyahou, alors l'extrême droite israélienne ne pourrait plus continuer ce qu'ils font à Gaza. 80% du matériel qui est utilisé à Gaza vient des États-Unis. Ce qui vous intéresse, c'est la paix, l'après-guerre. Vous appelez à la reconnaissance par la France de l'État de Palestine. Vous avez déposé une proposition de résolution, je crois, à l'Assemblée nationale. Cet État de Palestine, il se situe à l'est ou à l'ouest du Jourdain? Du fleuve Jourdain. Pourquoi cette question? Pour savoir où vous situez l'État de Palestine à venir. Nous nous appuyons sur les résolutions de l'ONU. Oui, mais physiquement, géographiquement, vous le situez où, cet État de Palestine? Je ne comprends pas votre question. Je m'appuie exactement sur les résolutions de l'ONU. Mais très bien, mais la France insoumise demande la création, la reconnaissance par la France, je crois, de l'État de Palestine. Oui, comme 138 pays l'ont déjà fait dans le monde, eh bien nous faisons comme les 138 pays et comme l'ONU. Voilà. Géographiquement, c'est à l'ouest du Jourdain, du fleuve Jourdain? Mais je ne sais pas, en fait, je ne sais pas ce que vous essayez de me faire dire. Donc, en fait, je ne vais pas aller vers des choses qui... Où vous situez l'État de Palestine? Sur le droit international, point. Sur le droit international, sur ce qui a été dit sur le droit international. Donc, vous n'avez pas de frontières très précises pour... Si, le droit international, dans le droit international, dans l'histoire du droit international, il y a des résolutions, y compris sur qu'est-ce qui devrait être l'État de Palestine et qu'est-ce qui devrait être l'État d'Israël. Les frontières n'ont jamais été définies. Pourquoi est-ce que la solution à 2 États est une solution qui est portée par le droit international? Parce que c'est la seule à même de pouvoir garantir la paix et la sécurité pour le peuple israélien et pour le peuple palestinien. Il n'y a pas de frontières encore définies par le droit international. Eh bien, vous savez, ça... Non, mais c'est pour ça que je vous pose la question. C'est une vraie question. Si la France reconnaît l'État de Palestine, savoir où le situer géographiquement. Vous avez pour projet de vous rendre à Gaza quand ce sera possible, évidemment? Oui, pourquoi pas. Mais je veux dire, pour l'instant, on part d'un endroit où personne ne peut accéder, y compris, vous avez vu qu'à la Knesset, il y a 2 semaines, il y a eu une loi qui a commencé à être examinée, qui veut purement et simplement interdire certains médias étrangers, notamment Al Jazeera, ce qui veut dire qu'il n'y aurait eu plus de son, plus d'images à Gaza. Bon, c'est catastrophique. Un mot sur les élections européennes. La France insoumise a été très, très critiquée pour sa campagne destinée à encourager les Français à aller voter. Mettre dans le même sac les riches, les golfeurs, les racistes et des journalistes, est-ce que c'est vraiment sérieux? Alors, on ne le met pas du tout dans le même sac. Et je rappelle que nous disons à chaque fois... une personne vote, ce qui, je crois, n'est pas une insulte. Si je disais, par exemple, Mathilde Panot vote et vous, je ne crois pas que je ne me sentirais insultée dessus. Mais je suis contente d'une chose, c'est les personnes concernées se sentent insultées. Oui, mais je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi elles se sentent insultées, je ne sais pas, à moins que le vote soit devenu une insulte, je ne comprends pas. Mais je vais vous dire, moi, je suis contente d'une chose, c'est qu'on peut permettre un peu, grâce à ça, grâce à cette campagne un peu choc, ça nous permet de parler un peu de l'inscription sur les listes électorales. Il y a 10 millions de personnes dans notre pays qui sont non
non inscrits, donc qui ne peuvent pas voter car non inscrits, ou mal inscrits, souvent c'est quand vous avez déménagé. Et donc je conseille à toutes celles et ceux qui nous écoutent d'aller sur onvoteinsoumis.fr, juste avec votre nom, votre prénom, votre adresse, votre lieu de naissance, date de naissance. Évidemment, mais est-ce que ça doit passer vous pouvez vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales, c'est avant le 3 mai. Est-ce que ça doit passer par ce genre d'affiche? Nathalie Saint-Cric, c'est quoi? C'est une ennemie? C'est une éditorialiste, écoutez... Mais c'est une ennemie de classe ou une ennemie de la France insoumise? Je ne crois pas que c'est particulièrement mon ami sur mes idées, mais c'est pas ça la question qui est posée. Non, mais c'est moi qui vous pose la question, parce que les riches et les golfeurs, c'est pas forcément, j'imagine, vos amis. Si, vous savez, il y a des golfeurs qui votent insoumis. D'ailleurs, on va bientôt rencontrer la Fédération de golf qui nous a demandé à nous rencontrer. Mais vous savez pourquoi on avait mis les golfeurs au départ? C'est parce qu'on réfléchissait à quelque chose qui est un peu symptomatique de ce qui se passe sur la question écologique. Et alors, savez-vous, dans le monde, combien combien de litres d'eau, enfin de mètres cubes d'eau, pardon, sont utilisés? Non, dites-nous. Dans le monde pour arroser les golfs. Eh bien, c'est 9,5 milliards de litres d'eau utilisés chaque jour pour arroser les golfs, soit la même quantité pour que tout le monde se rende compte de ce que boit l'humanité chaque jour. Mathilde Panot. Ça pose une petite question sur ce qu'on veut continuer ou pas face à l'urgence écologique. Dans ces européennes, j'imagine que vous regardez les sondages, le sondage Odoxa pour Public Sénat. Dans le sondage Odoxa pour Public Sénat, la liste conduite par votre candidate stagne à 6-7% d'intention de vote. Vous êtes derrière les écologistes, vous êtes derrière les socialistes. Qu'est-ce qui marche pas? Alors la première chose, c'est qu'une élection se fait le jour du vote. Donc on verra bien ce que ça donne. Et je rappelle que lors de les élections présidentielles, Jean-Luc Mélenchon, notre candidat à la présidentielle, était sous-estimé dans le dernier sondage de 5 points. Mais oui, nous avons un problème, c'est que l'élection européenne est bien souvent une élection sans le peuple. Et donc, si nous nous retrouvons avec une élection où moins de 50% ou 50% des gens vont voter, effectivement, notre liste sera très basse. Donc je redis à tout le monde, le 9 juin, vous avez l'occasion d'aller vous exprimer dans les urnes en glissant un bulletin, et c'est le seul jour où vous avez exactement le même poids et la même voix que par exemple Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Denis. Mathilde Panot, Gérard Miller, le psychanalyste star et compagnon de route de LFI, est visé par plusieurs plaintes pour des faits d'agression sexuelle ou de viol. Au total, une cinquantaine de femmes, dont des mineurs. Est-ce que des gens savaient à la France insoumise? Alors non. Alors ce que vous avez dit, c'est effectivement Gérard Miller a été un compagnon de route. Ça fait maintenant plus de 2 ans qu'il s'est largement éloigné de la France insoumise. Il y a effectivement 60 femmes qui témoignent maintenant. Et je leur apporte à la fois mon soutien, ma sororité, parce qu'il faut du courage pour parler. Et j'espère que justice sera faite. Et vous vous sentez trahi ce matin? Écoutez, en fait, ce mot a été utilisé par des gens qui étaient assez proches de Gérard Miller. Clémentine Autain, notamment. Je veux dire, qui avaient des liens amicaux ou... Bon, c'est pas mon cas, donc je peux pas dire que je me sens trahi, mais il est évident que quand vous avez un système qui est raconté à chaque fois, parce que quand vous regardez les témoignages qui sont sortis, c'est à chaque fois le même système qui est utilisé, et donc 60 femmes et le même système à chaque fois. C'est évident que la justice doit rendre son œuvre et... il faut qu'il soit sanctionné. Ah je pense, oui, là, il n'y a pas de doute sur le fait que... quand vous avez 60 femmes qui parlent, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose, c'est pas possible. On va parler de la France insoumise. Oui, en novembre, Raquel Garrido a été mise en retrait du groupe LFI à l'Assemblée pour avoir critiqué les orientations du mouvement. Elle fait son retour prochainement. Est-ce que vous lui dites bienvenue, mais attention? Alors, Raquel Garrido n'a jamais quitté le groupe Insoumis. Elle n'a jamais été mise en retrait du groupe Insoumis. C'était seulement une mesure qui avait été choisie et décidée par le bureau du groupe, donc par un vote, suite au non-respect de cadre collectif sur la question de la prise de parole au nom du groupe. Donc, elle a toujours resté dans le groupe. Elle était en retrait elle ne revient pas. Non, mais dans l'hémicycle, elle n'avait plus le droit au chapitre. Ah si, vous savez, comme député, on ne peut pas interdire à une députée de parler. C'est juste quand vous avez un texte, quand vous choisissez votre orateur du groupe, ce n'était pas Raquel Garrido. Voilà, c'est tout. Enfin, je veux dire, mais... C'était une sanction. Mais je n'ai pas caché que ce n'était pas une sanction. Mais vous savez, vous, dans vos rédactions, lorsqu'il y a un non-respect de cadre collectif, il y a des décisions collectives, et ces décisions collectives sont respectées. Et donc vous lui dites quoi? Vous lui dites bienvenue, mais attention, mais je dis pas bienvenue, elle n'a jamais quitté le groupe. Elle a été sanctionnée, Mathilde Panot. Oui, non, mais d'accord, mais ne faites pas comme si... C'était un avertissement, en quelque sorte. Oui, d'accord, mais je dis juste, nous sommes un collectif humain, ça s'appelle le groupe parlementaire, nous prenons nos décisions au sein du groupe parlementaire. Vous avez voulu faire un exemple? C'était un exemple? Mais non, mais pas du tout.
écoutez, on respecte un cadre collectif avec des règles qu'on se donne entre nous pour bien vivre. Et voilà, donc ça n'a rien à voir avec un exemple ou je ne sais quoi. Alors parlons de ce cadre collectif. Le magazine L'Obs nous a appris que Jean-Luc Mélenchon a accusé, vous l'avez vu, la députée Clémentine Autain de sabotage, ce à quoi la députée de Seine-Saint-Denis a répondu en dénonçant un comportement d'exclusion. C'est qui le chef aujourd'hui à la France Insoumise? C'est Jean-Luc Mélenchon? C'est le groupe à l'Assemblée nationale? C'est vous? Alors, à l'Assemblée nationale, je suis la présidente du groupe. J'ai été élue par mon groupe. Au mouvement, vous avez le coordinateur du mouvement, M. Manuel Bompard. Et puis ensuite, vous avez l'Institut La Boétie, qui est coprésidé par Clémence Guettet et Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'est-ce qui est plus important, Jean-Luc Mélenchon ou le poids d'une députée comme Clémentine Autain? Mais vous savez, je ne rentrerai pas dans cette discussion-là. Enfin, ça n'existe pas, en fait, cette discussion-là. Je vous dis juste que Jean-Luc Mélenchon a été notre candidat 3 fois aux élections présidentielles. Que la dernière fois, il a fait 22% et a raté le second tour à 420 000 voix. Jean-Luc Mélenchon est celui, et Clémentine Autain est d'accord avec moi, puisqu'elle l'avait dit à plusieurs reprises, est celui qui nous a réappris à gagner et qui fait que nous avons la chance de ne pas être dans la situation comme une nation qui est une nation sœur pour nous, c'est-à-dire l'Italie, où le courant politique que nous représentons fait malheureusement pratiquement 2% ou moins de 2%, et l'extrême droite se retrouve au pouvoir. Un problème démocratique au sein de la France Insoumise, une question, pardon, pas un problème, une question démocratique. Non, nous ne fonctionnons pas juste comme un parti politique, mais regardez, en décembre, vous dites que vous n'êtes pas un mouvement démocratique? Vous ne fonctionnez pas selon les règles de la démocratie? Bah si, mais pas celle d'un parti, en fait, c'est ça qui vous perturbe. Mais par exemple, en décembre, nous avons mis au vote de tous les insoumis 2 textes, dont un texte stratégique et une feuille de route, qui ont été approuvés à 92% des insoumis. Je ne sais pas ce que vous voulez qu'on fasse de plus. On va faire des votes sur les élections présidentielles, les élections européennes, des élections en interne, peut-être, pour désigner certains les responsables de votre mouvement, comme ce qui se fait. Vous allez voir aux élections européennes. Je veux dire, moi, je suis élue, les gens sont élus, vous savez. Donc il n'y a pas de questions démocratiques aujourd'hui à la France Insoumise. Vous voyez bien que vous ne fonctionnez pas, vous le dites vous-même, vous ne fonctionnez pas comme les autres partis politiques. Il y a quand même une spécificité. Si vous voulez nous faire revenir à un parti où on élit département par département, une sorte de chef départemental qui ensuite... c'est pas la manière dont nous fonctionnons. Nous avons fait un mouvement parce que nous voulons que ça irrigue l'ensemble de la société. Et irriguer l'ensemble de la société, c'est aussi reconnaître comme militants des gens qui, jusqu'alors, militer dans leur coin, mais sans appeler ça être militant. Et donc, c'est ouvrir grand les portes au changement et à la rupture que nous voulons dans la société. Mathilde Panot, il nous reste une petite question peut-être sur l'assurance chômage. Oui, Gabriel Attal a annoncé la semaine dernière qu'il envisageait un nouveau durcissement des règles d'indemnisation des chômeurs. Sous Emmanuel Macron, il y a déjà eu 2 réformes. Une 3e, comment vous l'accueilleriez? Très mal, puisque de nouveau, on va faire la chasse aux chômeurs au lieu de faire la chasse au chômage et notamment de créer des emplois dans les secteurs dont on a impérativement besoin, que ça soit à l'hôpital, que ça soit dans l'agriculture paysanne et écologique, que ça soit dans la rénovation thermique des logements, etc. Et ce qu'on va créer juste, c'est un nouvel appauvrissement des personnes privées d'emploi, alors qu'on a déjà un Français sur 3 qui ne mange pas à sa faim, alors qu'on a déjà une explosion du nombre d'enfants qui dorment à la rue. Donc nous combattrons cette réforme avec les syndicats et les associations des précaires et chômeurs. Merci beaucoup Mathilde Panot, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Denis, à la une de Nice ce matin aujourd'hui, en danger de mort avec la question de la sécurité des agents des concessions d'autoroutes. Merci beaucoup Denis, merci Mathilde Panot, c'est l'heure du Club des Territoires tout de suite.